passion ailleurs que dans mon salon où elle pleure encore la scène. Relève, relève-toi, c'est pas fini. Relève, relève-toi, il faut chanter. Bonjour à tous, ici Adam Sauvé, je vous souhaite la bienvenue sur Radio Sipo dans notre émission de balado-diffusion Les Voix du théâtre. Les Voix du théâtre, c'est quoi? C'est une marmite d'art, de culture et de société, le tout mijoté avec soin en compagnie d'invités divers, et ce autour d'une table et d'un micro. Pour cet opus intitulé Le surgissement du rire, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Véronique Pascal. Comment vas-tu, Véronique? Ça va super bien, merci Adam. Toi, ça va bien? Bah oui, oui, merci beaucoup. Moi, je vais très bien. Merci d'être là. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter ou te représenter, hein, car c'est pas la première fois que tu viens dans notre plateau. Ah non, non, ben écoute, bon, mettons que vous n'avez pas écouté les autres épisodes. Je suis comédienne. D'abord et avant tout, j'ai gradué au Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2005 et depuis, j'ai exercé plusieurs des métiers du théâtre. Donc, j'ai joué, j'ai été dans la mise en scène, bon, j'ai écrit, j'ai été médiatrice, j'ai été dans des projets qui liaient le théâtre et la société, en fait, des différentes communautés. Mhm. Et j'enseigne aussi, en ce moment, j'enseigne en tout cas au Muse, qui est un centre pour les arts de la scène pour personnes en situation de handicap. Ah, c'est Et cool je ça. suis honorée de venir parler de comédie avec vous parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire Ah sur oui. le sujet. J'en doute pas, Véronique, mais merci. Passons à la première partie. Pourquoi avons-nous besoin de la comédie? Dans cette première partie intitulée Pourquoi avons-nous besoin de la comédie? Avant d'aller plus loin, Véronique, quel est ton meilleur moment de comédie? Oh my God. Moi, ceux qui me connaissent savent que je ris beaucoup et tout le temps. Fait que le meilleur moment de comédie pour moi, c'est toujours le dernier qui vient d'arriver. Ah oui. Alors, j'ai deux trucs que j'aimerais partager parce que là, on parle de spectacle, on parle de théâtre. Fait que je vais me calmer, je vais me ramasser autour de spectacle. Donc, mettons, mon top 1 ever, c'est la comédie musicale qui a été écrite par les créateurs de South Park, Mhm. Book of Mormon. Mhm. Ça, c'est le genre de spectacle que tu vois plusieurs fois et bon, quand tu t'appelles Véronique Pascal. Puis, genre, j'ai pleuré la première fois quand c'est fini ou quand j'ai senti que c'était la fin parce que je ne voulais pas que ça finisse tellement j'avais ri, tellement j'avais vécu quelque chose. Mhm. Fait que ça, c'est mon top 1, personnellement. Mais j'ai Mhm. envie d'ajouter un truc très frais. J'ai écouté hier soir La colère des doux, Ok. qui était au Théâtre aux Écuries, qui est dans le fond, une proposition virtuelle. Tu peux écouter ça depuis le confort de ton salon. Oh, C'est vraiment bon. vive la C'est vraiment technologie. bon. C'est très drôle. C'est complètement pété, absurde. La colère des doux du Théâtre du Futur. Et c'est jusqu'au 30. Parfait. Donc Alors, ça, c'est le c'est temps très, là. très là que ça se passe. J'espère qu'ils vont me permettre aux gens de pouvoir le réécouter après parce que c'est comme vraiment une belle proposition compte tenu des circonstances de la pandémie. Voilà. Mhm. Et toi, cher Adam? Ben, écoute, ces derniers temps, je n'ai pas écouté de spectacle à proprement dit. J'ai par contre écouté quelques comédies. Bon, ce sont des films pour la plupart. Il y en avait un dont j'aimerais te parler, c'était Horrible Bosses, qui Hmm. est assez décalé, assez drôle en fin de compte. J'aime beaucoup aussi parce que c'est bien écrit pour une histoire de comédie dans les films très classiques américains où il y a parfois des choses un peu balourdes qui se passent et tout ça. J'ai trouvé que c'était bien écrit, il y avait des belles répliques, des belles scènes. D'ailleurs, là, je suis en train de me remémorer des scènes et je suis en train de rigoler tout seul. Et non, c'est ça, donc c'est un très bon film. Ils ont fait une suite, mais bon, hein, le 1 reste le meilleur. Mais oui, je le recommanderais, c'est assez drôle. C'est vraiment l'histoire de trois amis en fait qui se rendent compte que bah, ils aiment pas leur boss et ils se disent mais on peut pas les assassiner comme ça et ils montent à la tête un stratagème en se disant bah, je vais tuer le tien et toi tu tueras le mien.
Mais finalement, tu sais, ça devient, leurs boss, ils sont tous un peu plus délirants les uns que les autres. Finalement, ils se retrouvent dans des situations et des péripéties à pu finir et j'adore ce côté décalé, donc ça m'a bien fait rire. C'est cool parce que je pense qu'on se rejoint là-dessus. Tu Mmh mh. sais, dans les 3 cas qu'on vient de nommer, Mmh mh. le thème était très clair dans l'œuvre. Mmh. Le scénario est super important, puis c'est ce qui fait que la comédie n'est pas qu'une succession de gags Mmh. et bien quelque chose qui peut transformer, une vision, que de quelque chose, tu sais? Mmh. Parce que sinon, vraiment, ça peut être tu parlais de comédie américaine, mais il Mmh. y a des ça arrive au théâtre, ça arrive, à chaque fois qu'on invoque la comédie, je pense qu'il y a un risque quand même qu'on fasse du gag, du gag, du gag, tu sais? C'est ça. Non, mais tout à fait. Bah, tiens, ça me fait penser, bah, il y a plusieurs styles de comédie, hein. La comédie, bah, il y en a pour tous les goûts, comme par exemple, heu, là, je vais vous nommer 5 grands types de comiques. Il y a le comique de geste, donc ça, c'est les gifles, les chutes, les mimiques et cetera. Donc ça, on parle de Buster Keaton, Charlie Chaplin qui ont bien instauré ça dans le temps. Il y a aussi les comiques de mots, comme des jeux de mots, des grossièretés, un certain patois. Raymond Devos, il était, très connu pour ça aussi, justement, pour manipuler les mots avec justesse, pour créer quelque chose d'assez comique, finalement. Il y a le comique de situation, donc qui crée l'ignorance, le quiproquo. Il y a Juste pour rire là-dedans, bah, il y a encore aussi, hem, comment il s'appelle? Louis de Funès aussi Mmh. qui est très bon là-dedans. Il y a le comique de caractère, personnage stupide, jaloux et cetera. Donc là, on parle du théâtre de la comédie, de Montréal. Les hommes viennent de Mars, par exemple, les femmes de Vénus. Hem, Sinon, on continue aussi avec le comique de répétition, une situation ou une phrase qui se répète plusieurs fois. Charlie Chaplin, dans les temps modernes, par exemple, on reprend, cet exemple-là. Et il y a les dessins animés que tout le monde connaît dans les Looney Tunes, Bugs Bunny, qui répète tout le temps, «Quoi de neuf, docteur?» Donc ça, c'est des classiques assez connus. Mais ça, pour moi aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est toutes les stratégies. Toutes les stratégies qu'utilise, la comédie pour arriver Mmh. à ses fins. Mais quelle Tout est à fait. cette fin? Dans le fond, pourquoi? Tu sais, je reviens à notre question, Mmh. pourquoi avons-nous besoin de la comédie? Ben, d'abord, quel est le but de la comédie? Mmh. Et j'ai trouvé cette petite définition pour compléter, ce que tu viens de dire. Mmh. Donc, le but de la comédie est moral et didactique. Elle démasque les imperfections des hommes et les incite à se corriger. Donc, tout ce que tu viens de nommer, c'est comme on dirait les tactiques qu'on va mettre en place pour Ouais. arriver à ce but-là, pour nommer les imperfections des hommes, puis pour Mmh. nous inciter à peut-être éventuellement devenir meilleurs, tu sais. Oui, tout à fait. La chose que tu amènes avec tous tes types de comics, c'est que Mmh. pour moi, le comique, c'est pas c'est drôle ou c'est pas drôle. Le Mmh. comique, c'est il y a une technique, il y a une marche à suivre, il y a des comme je veux pas dire des recettes, mais il y a quand même Des des codes peut-être, on ouais, ou pourrait des dire. Mmh. rythmes, ou il y a quelque Mmh. chose en tout cas, et c'est ce qu'on va faire pendant cet épisode-là, je pense, de passer à travers et en revue, Mmh. comment on fait pour la créer, cette comédie-là, parce que c'est pas si facile, hein. Oh, pas du tout. C'est pas facile. Hem, j'ai une question pour toi. En Oui. fait, justement, selon toi, de ton point de vue vraiment intime et personnel, à quoi ça sert le rire au théâtre, mettons? Bonne question. Bah, le rire au théâtre, pour moi, il sert à beaucoup de choses, mais ce qui me plaît le plus, c'est quand il est utilisé pour faire, plus que rire. Donc je m'explique, hein. Le rire, c'est un artifice qui permet d'alléger des sujets ou bien de les dénoncer aussi, hein. Ce que j'aime également avec le rire, c'est que, ça nous permet de vivre de nouvelles palettes d'émotions et le rire si bien mené, peut être également intellectuel, finalement. Donc de plus, le rire ou bien les situations comiques peuvent être utilisées afin de caractériser un personnage également. Donc là, on voit vraiment qu'il y a à travers tout ça, plus que juste faire rire quelqu'un, lancer des gags. À travers ça, on peut vraiment déconstruire et construire un personnage autour de tout ça. Donc, au cinéma comme le théâtre, il y a eu des personnages dits de droite, par exemple, je vous donne l'exemple comme ça, qui reprenaient les clichés ainsi que les éléments souvent jugés des gens de droite. Donc, nous avons des personnages de Louis de Funès, on l'a nommé plus tôt, ben, qui bien souvent, il joue des personnages qui sont conservateurs, ayant de la misère avec les gens différents de lui, ou d'une classe sociale différente, il est plutôt autoritaire, patriarcal, il est souvent, et dans ces films-là, ben, il est souvent tourné au ridicule. Donc, ça là, il est tout souvent entraîné dans des situations où il a plus le contrôle, en fait. Et moi, Mmh. j'aime ça parce que, ça permet de dénoncer ou bien de pouvoir, comme on l'a dit, construire un personnage autour de ces situations-là
qui finalement, elles peuvent être drôles, mais il y a quelque chose de plus derrière aussi. Donc on voit le comique, mais il y a un peu plus dans le fond. Et c'est pareil pour Charlie Chaplin, j'ai l'image de certaines scènes où justement, c'était dans une époque où, il y avait toute cette période ouvrière et tout ça qui était en expansion et tout, où elle était enfin mis là-dedans. Il y avait aussi le côté de la précarité, c'était l'après-guerre et tout ça. Et on voit que même si il faisait des petites mimiques, il était là en train de jouer une comédie, derrière, il y avait vraiment une histoire aussi qui était construite. Et ça, en fait, ça existe de même depuis plus longtemps, en fait, d'apporter des personnages de droite. Il y a les dramaturges dans le théâtre qui le faisaient depuis longtemps, comme Molière, par exemple, qui dénonçait la bourgeoisie déjà dans son temps. Toi, Véronique, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben en fait, j'ai quelque chose qui me frappe dans ce que tu dis, c'est la perte de contrôle. Mhm, C'est-à-dire que en mode dramatique, il y a quelque chose dans le rythme qui est assez constant mhm. et qui nous permet, nous, comme spectateurs, de rester dans notre contrôle, dans notre nous-mêmes, alors que Ouais. la comédie nous appelle, et des fois, ça fonctionne pas parce que on n'a pas tous le même humour, on y reviendra, mais si le personnage, dans les cassures de rythme, nous amène, nous, à perdre un certain contrôle de Mhm. nous-mêmes, ça ouvre, j'ai l'impression, et là, je suis philosophique un peu, des espaces internes en nous qui, Mhm, peut-être, dans le quotidien, dans le train-train, sont fermés. Fait que mhm, le rire est comme c'est comme la possibilité d'amollir un peu, et mhm, dans cet amollissement mhm. de zones émotionnelles, c'est là que peut-être on peut aller développer des nouvelles idées, tu sais. J'aime beaucoup ce que tu dis là parce que ça rejoint aussi l'idée en fait de ce que je disais par rapport à la palette d'émotions en fait qui Mhm. nous est présentée grâce à ça aussi. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Faut comme le lâcher, le contrôle, Mhm, pour tout d'un coup avoir accès. Puis je pense que chez certaines personnes, s'il y a pas le rire, ça sera pas possible parce que leur vie leur exige tellement de contrôle. Hem, ouais, puis tu sais, ça peut devenir le rire dans une pièce de théâtre, vu que ça amollit. Et beh, tout d'un coup, ça peut, rendre notre pièce, un outil d'apprentissage, de sensibilisation parce mhm. qu'on a comme réussi à ouvrir des portes qui ne sont pas juste: «Ne faites pas ça, chers citoyens» ou «Vous Ouais, devriez faire ci». ouais. C'est comme si là, on a montré des travers de Mhm. certains personnages, de certaines situations. Fait que là, tout d'un coup, le spectateur se dit: «Ah ben oui, moi, mes défauts alors sont bienvenus. Ouais, Ah il y a une oui». certaine manœuvre qui est beaucoup plus délicate et qui est finalement plus pensée. Donc c'est pour ça, c'est tout à fait, je suis d'accord avec toi pour dire que le rire, c'est pas si bête que ça finalement. Vraiment pas, c'est pas facile, Mhm, mais c'est pas bête du tout. Puis mhm, ça fait qu'on peut s'adresser, tu sais, je me souviens, par exemple, un spectacle hyper pointu, on allait dans les CHSLD mhm. et on devait, dans le fond, amener les gens à se conscientiser autour du comité des usagers Ok. dans les CHSLD et les hôpitaux, qui est dans Mhm. le fond un comité de gens qui sont là pour défendre les droits des usagers ou des patients Ok. dans ces établissements-là. Mhm. C'est quand même pointu, tu sais, Oui. tu sais, ça c'est pas, sexy, mettons, Ouais. comme sujet de pièce, Ouais. mais l'auteur avait été assez habile pour créer des situations comme comiques. Mhm. Puis nous, on avait beaucoup de fun à faire ça. En tout cas, j'ai un très bon souvenir de ce projet. C'était une pièce de 35 minutes qu'on Mhm. jouait dans un établissement et comme il y avait eu des rires, à la fin, là, ils venaient nous voir parce qu'ils avaient trouvé ça sympa et là, on pouvait avoir une vraie conversation sur les enjeux de la pièce, tu sais. Il y avait comme Ah. un Donc espace il y qui avait s'était créé, une vraie hem, ouverture sur le sujet. oui, puis alors que c'est un sujet quand même, comme je disais, Mhm. c'est pointu, mais en même temps, maintenant, à chaque fois que je rentre dans un hôpital, même moi qui ne suis pas je ne suis pas dans un CHSLD, pas encore, Mhm. heu, je suis sensible, je me dis: «Ah, s'il arrive quelque chose à un de mes proches, ah, il y a ce truc-là qui existe que je ne» tout d'un coup, même moi, j'ai ouvert cet espace en moi. Mhm. Et tu sais, tu parlais tantôt de Molière qui dénonçait les travers de la bourgeoisie. J'ai envie de raconter une petite anecdote par rapport à Tchekhov. D'accord. Hem, à l'école où j'ai étudié, on avait la chance d'avoir comme pédagogue Igor Rovadis, Mhm. qui lui avait étudié une méthode, stanislavskienne, mais en Russie, tu sais? D'accord. Puis lui, il nous enseignait, bon, une façon de jouer qui est très différente de ce qu'on voit, en Amérique du Nord ou dans les conservatoires ou tout ça. Il y avait vraiment sa façon de nous montrer le jeu. Et à un moment donné, bon, il y avait des check-offs, genre sur les scènes montréalaises, puis on avait souvent des invitations pour aller, les finissants, pour aller voir les générales et tout ça. Très bien.
Et là, il nous dit: «Ah, le Tchekhov, c'est jamais bien monté». Il nous dit ça, tu sais. Puis c'était pas un homme prétentieux, mais lui, ce qu'il disait, c'est que Tchekhov, il s'était tout le temps monté comme un drame, comme quelque chose de Hmm. vraiment genre, les gens qui vivent des grandes choses. Alors que, selon lui, il y a de la comédie dans ça, parce qu'on parle d'une classe bourgeoise qui s'ennuie, la fin du règne des gens qui n'ont jamais travaillé et tout d'un coup qui sont ruinés et qui Ah. doivent je veux dire, faire comme tout le monde, se responsabiliser, rentrer dans la société, tout Mhm. ça. Puis je trouvais ça intéressant comment on avait pu ne pas mettre de comédie dans ça, alors que tout d'un coup, juste l'éclairage que lui avait donné sur le truc, ben, moi, je suis plus capable d'aller voir des pièces de Tchekhov, en fait. Ah. Depuis ce temps-là, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai tout le temps peur d'être. Maintenant qu'il a dit ça, je fais, c'est D'en vrai que c'est sortir un peu, absurde. d'en sortir un peu plus, pas triste, mais plus. Ouais, ben, puis je me dis, c'est pas juste par rapport Mhm. à ce que l'auteur voulait. Puis nous, on continue de faire, ah, Moscou, Moscou, tu sais. Puis c'est comme, non, c'est pas tout à fait ça. Fait que Oui, j'ai de la il y misère a à une sortir de cette vision que lui nous a donnée, parce que c'est vrai que c'est comme, il voulait rire de Mhm. ce marasme-là, Mhm. ce drame des gens riches et célèbres, un peu, Ouais. tu sais. Ouais, c'est ça, il y avait une autre dimension à ça et en fait, elle était finalement, à la place d'aller, dans toute cette palette-là, comme on en a parlé, ben, finalement, il restait stagné Ben, ça dans un faisait des pièces très lentes, OK. très contemplatives, ah, Tout à l'heure, tu parlais de nanana. rythme et c'est ça, il en manquait finalement à ce Oui, moment-là. parce que Ouais. pour moi, en tout cas, pour avoir bien réfléchi à la question, il y a c'est le rythme, c'est les Mhm. cassures, c'est la surprise qui Mhm. crée le rire. Des fois, je vais rire, moi, dans ma vie, juste parce que je suis surprise. Genre, Ouais. tu sais, il y a quelque chose de nerveux Mhm. dans tout ça. Et là, tout d'un coup, les pièces auxquelles je pense, que je ne nommerai pas, était quand même assez. Ben, c'est impossible d'être surpris. On était toujours comme autour d'un gazebo où, tu sais, genre, les gens sont comme, ah, je vis des choses. Ah. Mhm. Puis je repense toujours à ce que Igor disait, tu sais. Et de ton côté, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être devant un spectacle, justement, qui ratait son tir au niveau comique, selon toi? Oui, bah, tout à fait, hein, les conséquences de la comédie ne sont pas toujours les plus positifs, hein, car parfois, bah, elle peut être mal amenée ou mal exécutée ou bien simplement, pas à notre goût, hein. Mhm. Pour répondre à ta question, ça m'est pas arrivé au théâtre, peut-être parce que, en fait, j'ai peut-être vu moins de pièces, comiques ou en tout cas qui se disaient comiques. Sinon, c'était peut-être plutôt des répliques ou bien, des fois des sens qui étaient un peu mal amenés et puis on se dit: «Bon d'accord», ça je pense qu'ils cherchaient à peut-être casser le rythme, comme tu expliquais. Mhm. Mais voilà, j'avais l'impression que c'était mal amené et que, c'était un peu facile quoi, en fait, finalement et c'était pas seulement par rapport au texte, mais c'était aussi l'attitude, des acteurs aussi sur scène. Donc, on Mm. dirait que soit ils n'avaient pas saisi, l'enjeu ou le moment en tout cas, ou bien que, ce moment-là leur est passé complètement par la tête. Mm. Mais sinon dans un spectacle d'humour par exemple, bah, le comédien, bah, lui, il peut pas se cacher, tu vois? Donc, quand tu vois ça, ben, il y a pas d'artifice et tout ça et bah, là ça casse complètement le jeu aussi. Ouais, complètement. Tu sais, Bombay, là, il n'y a pas d'équivalent, j'ai l'impression, en français, à part se planter, mais tu sais, Bombay, qui est comme que aucun de tes gags ne fait rire si t'es humoriste. Ouais. Autant toi qui es en train d'essayer de faire rire que la personne qui est dans la salle qui se dit je devrais rire, mais je ris pas. C'est comme une expérience collective, le rire aussi, tu sais. Mmh. Tout à fait. Tu sais, et c'est pour ça qu'il y a une part du projet humoristique qui, pour moi, est utopique, Mmh. parce que c'est impossible de faire l'unanimité. Il va toujours avoir, puis les plus grands humoristes le disent, un moment où tu vas être face à tu vas arriver face à ta propre limite, qui est Mmh. qu'aujourd'hui, tu sais pas pourquoi, t'es passé après quelqu'un qui a fait rire tout le monde, tu y vas, et là, ça fonctionne pas. Ouais. Tu as l'impression de nager à contre-courant. Mais C'est ça, tu sais. ça arrive et c'est le moment en fait où, faut prendre un peu de recul et pas se miner, mais plutôt comprendre en fait pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mhm. Ça peut venir de tous les bords, hein. Des fois, ça peut être le public aussi qui n'est pas averti, mais je pense qu'il y a toujours un moyen de pouvoir emmener le public dans son univers et tout ça. Il faut se préparer et après ça passe, ça casse, mais bon,
pour ma part, moi, j'aime beaucoup les parodies satiriques. C'est Mhm. une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup travailler sur des projets comme Voilà, c'est dit avec Sipo Matador, car on Mm. reprend des concepts de la commedia dell'arte, mais avec des personnages plus actuels qui nous sont propres et qui amènent des thèmes plus profonds, pour certains, hein, avec une façon un peu décalée, voire absurde pour certains personnages. Ils nous font réfléchir, hein, car au fond, nous, on est tous un peu comme eux. Donc, c'est ça qui me fait beaucoup rire aussi, c'est que des fois, j'ai l'impression de me voir dans leur stupidité ou dans leur quotidien. Et donc, ça, c'est des moments où je me dis, ben, ça reflète un peu l'absurde et les sentiments qu'ils vivent, tu vois. Et sinon, il y a un autre style que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien voir un peu plus au théâtre, c'est l'humour associé au pastiche. Mm. Ouais, Ouais, donc j'adore le passé. c'est ça, bah, le fun fact, hein, pour ceux qui ne se connaissent pas le pastiche, ça vient de pasticcio en italien qui veut dire pâté. Donc en bref, le pastiche est un peu comme une imitation du style d'un auteur ou d'un artiste qui ne vise pas, hein, le plagiat du tout. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il est possible de revisiter les contextes ou la dimension artistique d'un mouvement passé ou bien d'un style iconique. C'est mélangé à de l'humour, ça c'est génial. Donc peut-être pour vous donner un exemple, dans les films, il y a OSS 117 avec Jean Dujardin qui reflète parfaitement ce qu'est le pastiche. OSS Mhm. 117, c'est à la base une parodie des films de James Bond, des films comme on dit, d'espions et tout ça. Et dans le fond, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'après devenir une parodie, ben, ça devient aussi pastiche lorsqu'il reprend avec brio ou même sérieux tous les éléments d'un film classique des années 60. Donc le cadrage, le choix de la caméra, les éléments phares des James Bond, quand il sort son gun puis qu'il tire comme ça, machin. C'est vraiment un classique. Ça reprend tout. Mais quand on regarde ce film-là, OSS 117, on regarde vraiment un film des années 60. Et ce qui rend drôle le film, c'est comment tous les codes qui fonctionnaient à l'époque sont repris sérieusement, mais pour nous, c'est absurde en fait. Ouais. Ça n'est pas du tout adapté avec notre regard d'aujourd'hui du 21e siècle. Et alors là, bah, c'est ce qui est bien. Donc la parodie, elle, par exemple, elle déconstruit, et le pastiche, lui, il reconstruit. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de on peut pas pasticher quelque chose qui est pas devenu iconique. Mhm, C'est-à-dire que même si je voulais, pasticher, je sais pas moi, le téléroman qui est sorti la semaine passée, c'est pas encore, élevé au rang de mythe. mhm. On fait que nous, les humains, Mhm. on a besoin, j'ai l'impression, de tout le temps se ramener sur le plancher des vaches, puis de prendre ce qui est sacré et de le désacraliser. Surtout que c'est nous qui avons fait ça et que ce qu'on a fait est évidemment qu'il y a des défauts, où il y a des tics et c'est amusant de regarder ces tics-là puis de faire comme, ben oui, tu sais, pour créer un mythe, il fallait créer il y avait une esthétique, il y avait, une façon de dire, une façon de montrer les choses, tu sais. Mais Mhm. c'est comme un pas de recul qu'on prend sur nos monstres, sacrés, Ouais, tu sais. ouais. Puis ça fait du bien, on en a créé un pastiche avec une gang qui s'appelle, autour du roman de R.L. Stine, La Gardienne. D'accord. Puis c'était le fun parce que justement, toute notre génération avait lu les romans frissons. Fait que toute cette esthétique de la pseudo-horreur, qui est comme un peu, je sais pas, il y a quelque chose de factice dans la Mhm. lecture de ce type de livre-là, parce que tu finis le livre, tu dis: «Bon, ça m'a rien apporté». Mais tu es quand même un peu pris à un moment donné dans le livre: «Oh mon Dieu, qui est le tueur? Qu'est-ce Mhm. qui se passe? Qui est le coupable?» Fait que tu sais, on a pris quelque chose que tout le monde connaît, puis on s'est amusé avec ça. Puis, c'est vraiment cool parce que les gens dans la salle et toi sur scène, on a comme tout le même imaginaire. Fait que là, c'est comme si on avait tout le même sac d'outils, mais que nous, on est ceux qui montrent les affaires qu'il y a dedans. Tu sais, regarde, il y avait ça, tu te souviens? Puis tout le monde fait comme, oui, je me souviens. Puis là, ah oui, il y avait ça, tu te souviens? Oui, je me souviens. Puis tu sais, comme, c'est le plaisir aussi de remettre de l'avant des choses qu'on avait peut-être oubliées ou qu'on avait Je mis de comprends. côté, tu sais. Je comprends. Ah, c'est cool ça. Très bien, il est temps pour nous de passer à la deuxième partie, essence et dimension artistique du rire. Nous voilà dans la deuxième partie, essence et dimension artistique du rire.
Question à 1000 $ pour briller en société. Est-ce que faire rire est un art? Lors d'un rendez-vous amoureux, on dit que c'est un bon point de faire rire l'autre. Est-on un bon comédien ou une bonne comédienne lorsqu'on fait rire? Véronique, c'est à vous. Oh, boy. Écoute, c'est une bonne question. C'est vrai, c'est une question à 1000 piastres. Moi, je pense, je vais pas, moi. Bon, mon opinion a peu d'importance, mais je vais quand même partir de moi parce que je pense pas qu'il y ait une vision uniformisée de la chose. Mhm, Personnellement, je pense qu'il y a plusieurs types de comédiens, d'acteurs. Mettons, je suis pas sûre que Marlon Brando et Daniel Day-Lewis mhm, étaient des grands comiques à la maison, mettons, au mhm, quotidien, quand ils se faisaient des toasts le matin. Je suis pas sûre que c'était tout le temps drôle. Mais c'est leur travail, pour eux, c'était très sérieux, très rigoureux, de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Tu sais, je pense que tu peux passer une vie comme comédien à ne pas toucher à des projets comiques, puis tu vas avoir une carrière mhm. enviable, tu sais. Ouais. Euh, Puis je dis ça, puis j'ai aucune idée, j'étais pas avec Marlon ni avec Daniel Euh, le matin. Peut-être qu'ils sont très drôles. Ça Mais je passe dis qui juste manque, que hein? leur carrière n'était pas bâtie, mettons, il n'y a pas eu beaucoup de comiques dans tout ça. Tu Mhm, sais, peut-être des petits projets ici et là, mais en général, on était assez dans le drame ou la tragédie. Euh, Il y a aussi des gens qui sont drôles, mais qui sont pas des bons comédiens. Ils sont vraiment drôles. mhm, Puis on veut les voir sur scène, ou on veut les voir dans nos films ou dans nos émissions de télévision quand même. On le sait qu'ils sont pas bons, ils sont toujours eux-mêmes, ils font toujours un peu la même chose, mais ils nous font rire, tu sais. Euh, Est-ce que ce serait parce qu'ils ont un attrait attachant ou... ouais, c'est ça. Je suis vraiment divisée finalement face à cette question-là parce que c'est la théorie du jeu qui dit qu'on doit se glisser dans la peau d'un autre. Elle est discutable aussi. Ça dépend de Hmm, quelle école de pensée on est. Donc, oui, moi, je pense qu'il y a quelque chose dans le talent du comique qui est de rendre à l'aise, où on se reconnaît dans cette personne-là. Et là, on va peut-être pardonner le fait qu'il n'y a pas eu de transformation totale et absolue. C'est comme un talent humain. Puis, je pense, pour finir, que pour faire rire, faut vouloir faire rire. Ça devient les grands comiques que je connais, c'est des gens qui sont toujours à la recherche de qu'est-ce qui est drôle. C'est comme s'ils ont une lunette sur le bout de leur nez qui fait qu'ils voient tout le temps les petits détails hmm, possiblement drôles dans toute situation, à toute heure du jour. À partir du moment où boucle les yeux s'ouvrent le matin, ils voient ce qui est drôle. je comprends. Fait que pour moi, ça, c'est un talent qui est peut-être pas tant lié au jeu. D'accord, je Tu comprends. comprends? Mhm. Donc, au-delà de tout ça, là, vraiment, on peut se dire que pour être drôle, il suffit pas juste de suivre certains codes non plus. Parce qu'on en parlait au début, Oui. il y a ces codes-là qui existent et tout ça, qui vont créer fondamentalement des positions dans lesquelles on va faire rire les gens. Mais Mhm. finalement, c'est pas tout. Il suffit pas juste de suivre une recette pour directement faire rigoler quelqu'un, là. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Puis aussi, il faut faire la différence entre quelqu'un qui a une espèce de naturel comique, puis Mhm, une méthode scénaristique mhm, ou physique qui va apporter un résultat comique. Tu sais, c'est comme il y a une construction d'un côté, puis il y a une nature d'un autre. Si on met les deux ensemble, on va peut-être avoir la chance de toucher plus souvent à la comédie. Mais pour mhm, moi, il y a un essai-erreur dans la comédie. Tu sais. mhm, J'avais quand même envie d'aborder un sujet par rapport à ça, mhm, de comment, justement, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, c'est drôle? Comment on l'apporte, le comique, au théâtre? Bon, je pense qu'il faut premièrement avoir cette fameuse lunette sur le bout de notre nez. Il faut vouloir trouver comment mhm. et tester des choses. C'est Mais, ça. par exemple, j'ai eu la chance de travailler pour Juste pour rire et ça a été le début d'une quête pour moi parce que travailler avec ces gens, que ça a été une belle expérience et tout, mais travailler avec les gens de l'équipe avec laquelle j'étais, je sentais qu'on était beaucoup dans «Ah, ça c'est drôle, on le garde. Ça c'est pas drôle, on le garde pas». Hmm, Et ce qui me faisait bizarre parce qu'au théâtre, quand ça fonctionne pas, on se bat, mais tu le sais. mhm. Quand ça fonctionne pas, on est comme OK, on va chercher, tu sais. On va aller, on est comme non, non, il me semble, on va le trouver. Ça serait cool de te garder ce petit morceau-là. Alors que en Comme... comédie, non, avec ces patrons-là, non, Hmm. mettons. Tu sais, C'est intéressant ce que tu dis là parce que, comme tu l'as dit dans la dimension théâtrale où
on voit qu'il y a une erreur ou quoi que ce soit, on va chercher à la corriger, l'améliorer, peut-être. Mhm. Et dans ce cas-là, ben, ces personnes-là n'ont pas, en tout cas, n'étaient pas dans l'état d'esprit pour faire ça. Ce qui est un peu dommage parce que des fois, justement, quelque chose qui n'est pas drôle à première vue ou à prime abord, ben, peut l'être après. On parlait Exact. tout à l'heure du comédien sur scène ou quoi que ce soit qui se retrouve dans une situation où il ne fait pas rire. Il faut analyser la situation. Peut-être que ça a été mal amené par soi, ou peut-être qu'il manque un élément, une petite phrase ou bien un élément déclencheur aussi. Et donc, je trouve intéressant le parallèle que tu fais là par rapport à ça. Et on va garder que ce qui fait rire sur le moment ou en tout cas de manière facile et rapide à la place de Ouais. pouvoir faire un travail de recherche un peu plus poussé et même améliorer quelque chose qui a du potentiel, mais mais pour ça, comme tu dis, faut avoir ces lunettes-là pour pouvoir. Ben, il faut avoir aussi envie de construire quelque chose. Parce que si on est juste, mettons qu'il y a différents types de lunettes. Mhm, Il faut avoir envie d'enlever juste la lunette qui est comme ça, c'est drôle, ça, c'est pas drôle, mais de voir, OK, mettons, qu'est-ce qu'on construit avec notre spectacle. Parce que, tu mhm, sais, on y revient, on aime, toi et moi en tout cas, mhm, je pense, quand l'histoire qui nous est racontée, elle est un peu plus étoffée que simplement dans l'idée de nous faire rire. On aime ça quand tout d'un coup, la comédie nous amène ailleurs. Fait que si on est tout le temps en train de flusher, ce qui est pas drôle sur le coup, mhm, on se tire dans le pied. D'autant plus que des fois, ce qui est très, très drôle aujourd'hui, dans 2 semaines, on est comme, oh, whatever. C'est mhm, comme le rire est quelque chose qui est comme, c'est là, c'est flottant, ça vole. Il faut que ça reste frais. Et mhm, quand tu refais le même gag 175 fois, à un moment donné, c'est sûr que c'est plus difficile mhm. de le garder frais, ce Ouais, gag-là. je comprends. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose dans la méthode ou dans la façon de penser l'humour qui est industriel ou un peu du genre. Ça fait penser au sucre un peu, puis le sel qui est finalement toujours ajouté ou présent partout pour essayer d'accrocher le palais des gens Ouais. facilement et rapidement, en fait. Oui, Alors que peut-être, si on enlevait un peu, voilà. il y a des Il y aura un meilleur spectacles. équilibre. Oui, c'est ça, tu sais, il y a des spectacles extraordinaires qui ont été faits. Anna Gatsby, tu connais Mm. cet humoriste? Non. Ça, je le suggère à tout le monde qui nous écoute, qui ne l'aurait pas vu. Mhm, Allez voir les spectacles d'Anna Gatsby. C'est une femme, tu sais, on parle d'écriture, mhm, on parle de comédie intelligente. Puis, dans un de ses spectacles, elle dit que, dans le fond, un humoriste, là, sa job, c'est de lancer une ligne et faire rire. d'accord. Et le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de conclusion à ça, parce que la prochaine affaire à faire, Mhm. c'est de relancer une autre ligne qui va faire rire, qui fait que Mm. on est tout le temps en train de relancer des nouvelles lignes à l'eau sans jamais comme conclure quoi que ce soit. Mhm, Fait qu'il y a quelque chose dans l'écriture humoristique qu'elle dénonce d'une certaine façon. Ça, c'était dans Nanette. mhm, Euh, il y a quelque chose qu'elle elle vient dire, ce n'est pas parfait ce qu'on fait. Regardez, c'est clair que c'est pas parfait parce qu'on n'a jamais le dernier mot en tant qu'artiste quand on est mm. humoriste. Puis au théâtre, ce qui est cool, c'est qu'on peut dire justement, mettons, je reviens à Book of Mormon, il y a quand même, c'est eux qui ont le dernier mot. C'est eux qui nous disent, voici la morale de notre histoire qu'on vous a racontée aujourd'hui. Elle était drôle, notre histoire. Mais on a quand même repris notre pouvoir à la fin. Le pouvoir, c'est pas le haha. Le pouvoir, c'est vous avez ri. Eh bien, voyez, ta 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 ta. Tu sais, fait que Mhm. j'aime cette idée de réfléchir aussi à toujours qu'est-ce qu'on raconte? À quoi ça sert? À qui on s'adresse? Si on veut juste faire rire, c'est super bon ce que tu as dit. Mhm. On est vraiment en train de dire, ben venez acheter des patates frites chez McDo, puis notre produit, Mhm. c'est pas un spectacle, c'est un produit qui va vous provoquer en vous des rires. Donc, tout ce qu'on veut, c'est juste que C'est ça. vous achetez le billet et que si vous riez, C'est ça. tout est réglé. Après, j'imagine que c'est encore une histoire de goût, donc tout dépend de notre tolérance au black facile, j'imagine. J'imagine, tu sais, Ouais, puis je pense aussi qu'il y a des gens qui ils vont juste qu'ils soient assis dans une salle, c'est déjà beaucoup. ouais, Fait que, tu sais, je veux pas les blaster non plus. Je pense que ça en prend pour tous les goûts, tu je sais. comprends. Hem, Sinon, dis-moi, oui. Véronique, pourrais-tu nous partager ton expérience de Second City à Chicago? Ah oui, mon Dieu, parce que ça a été une grande, j'avais suivi un stage aussi Mhm. avec, Frédéric Blanchette sur le jeu, réaliste, mais qui D'accord. est inspiré quand même de Mamet, du, Atlantic Theatre. Hem, je vais donner toutes les références, pour, les gens qui sont curieux de tout ça. Mhm. Parce que justement, j'étais dans une grande quête à savoir d'où vient l'humour. Puis tu vois, Fred avait dit à un moment donné, puis on s'en est parlé une fois, je lui ai écrit, puis je lui ai dit: «Je pense que je suis pas d'accord». Lui, il disait: «L'humour naît du mensonge».
Puis là, moi, j'avais cette expérience-là avec Juste pour rire où est-ce que c'était comme l'humour naît du fait que c'est drôle, puis quand c'est pas drôle, on te chope. Là, j'étais mêlée. Fait que j'ai recommencé à faire de l'impro. Mhm. Je faisais du cabaret humoristique aussi. Je suis comme insatisfaite, on dirait. J'avais comme une quête d'absolu, je sais pas trop. Je suis tombée sur Second City, dans le fond, c'est de là qu'est venu beaucoup de choses, mais bon, Saturday Night Live, D'accord. c'était beaucoup de gens qui étaient issus de cette école de pensée. Mhm. C'était des spectacles improvisés sur base de canevas, Je comprends le souvent. genre, oui. Puis, il y a des règles là-bas de travail. D'accord. Puis, quand tu fais une immersion là-bas, on passe à travers les différentes règles de création ensemble, en groupe. Et ça crée, ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est que, par exemple, moi, j'étais là pendant quelques jours. On était un groupe très disparate de quatre coins du monde, Mhm. âges très différents. Et là, on a comme créé, c'est comme on est devenu une mini-troupe Oui. en quelques jours. Ouais, Et hein. on avait tellement créé un bon climat de travail ensemble. Premièrement, c'était hilarant. Mhm. Chaque affaire que les gens suggéraient, parce qu'on respectait les espèces de règles. Mhm. C'était très, très drôle, très agréable. Puis, j'étais comme, man, je pourrais faire un show avec ces gens-là la Mhm. semaine prochaine et ça serait bon et ça serait plaisant. Parce que, bon, on respectait, il y avait bon, le fameux, tout le monde le connaît, yes and. Oui, Fait que à la proposition de l'autre, tu c'est dis ça. toujours oui et. C'est ça, hein, quand, les principes de de l'impro, non, on ne dit jamais non, hein, il faut On ne dit jamais surenchérir. non, surenchérir. Mhm. If it's weird, do it more. Fait que ça, c'est super drôle en impro, mais c'est comme, oui, il y a juste une façon de le faire, puis c'est la façon que tu l'as fait. Fait que tu pourrais jamais t'imaginer comment l'impro aurait pu être vécu autrement. Si ton cerveau Hmm. commence à s'égarer sur cette piste, t'étais dans le champ. Ou si t'es en train de jouer, puis tu te dis non, ça se passe pas comme il faudrait que ça se passe. C'est ça, il faut ôter ça de sa tête, il faut vraiment, faut se lancer, il faut le vivre comme ça s'est construit. Fait que finalement, et c'est pour ça qu'ils sont très forts, ils travaillent avec des gens qui font de l'anxiété, ils travaillent Mhm. avec des groupes qui sont dans des bureaux, tu sais, pour changer les façons de communiquer dans l'espace de travail. Mhm. Finalement, l'humour ou le travail collectif autour de certains projets naît d'une aptitude à accepter d'être ensemble Oui, et de toujours faire passer l'ensemble avant notre avant petite soi-même. personne. Mais c'est ça, pendant que tu m'expliquais ça, j'étais en train de penser justement une des bonnes choses pour pouvoir travailler en équipe, c'est justement ça, c'est d'être en mesure de pouvoir s'abandonner, de ne plus placer des règles contradictoires ou contraignantes plutôt, Mhm. et d'utiliser juste de la bienveillance, puis de se dire avec tout le monde, on faisait ça aussi dans nos ateliers avec Sipo Matador, on expliquait aux gens, ben, ici, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Vous n'êtes jamais monté sur scène, vous allez voir, c'est simple quand on abandonne tous ces concepts-là de crainte, de jugement. Donc, si vous faites tous confiance aujourd'hui, vous vous dites, ben moi, je ne jugerai pas la personne qui monte sur scène, qu'elle se gamelle ou pas, qu'elle tombe, qu'elle soit souriante ou pas. Et ben à la fin, ben, en 1 heure et demie, tous ces gens-là, ben, ils avaient créé justement une espèce comme d'union, et Mhm. ils ont été en mesure de pouvoir sortir de là grandi, et justement, bah, ça leur permettait d'avoir une meilleure communication, d'être moins gênés avec les gens et tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment une façon de travailler ensemble qui est possible, Mhm. plus constructive, plus où est-ce qu'on s'écoute plus. Et ce qui me fait vraiment plaisir là-dedans, c'est que oui, Mhm. il va y avoir aujourd'hui, c'est peut-être Mhm. toi, Adam, qui dans la troupe va sortir, tu vas shiner, tu vas être le plus drôle, mais tu es drôle parce que tout le monde en dessous te supporte, C'est ça. comme un orchestre, Ouais, tu sais. voilà, Et une vraie demain, ça sera équipe. peut-être quelqu'un d'autre, tu sais. C'est ça. Je saute du coq à l'âne, mais selon toi, quel est le remède à la sidération lorsqu'on a Wow! du comique de sidération, c'est-à-dire face à l'obscène? Tout à l'heure, on parlait de la mort avec un film comme Horrible Bosses. Ouais. Moi, je pense, puis tu sais, on est tu sais, le Bouddha, là, Mhm. il est crampé. Tu sais, c'est le Dalai Lama, il Mhm. sourit tout le temps. Mhm. Euh, le rire nous remet à la bonne place dans notre humilité de gens qui sont ici de passage. Mhm. Justement, on lâche prise sur la sériosité de nos petites existences Mhm. qui nous apparaissent tellement importantes. Et tout d'un coup, on fait, ah ben oui, c'est absurde. Mhm. Parce que oui, effectivement,
tous mourir. C'est Fait que, tu ça. sais, on peut pas... Je pense qu'on peut faire les choses avec sérieux, mais de les prendre au sérieux, les choses qu'on fait, il y a quelque chose d'absurde là, pour moi. C'est ça. Mais en comédie, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, hein. Lorsqu'on entre dans une situation comique, où il y a une blague qui est lancée, il y a le contexte qui est pour beaucoup et surtout par qui et pour qui aussi. Donc, je vais donner un exemple. Dans les ressorts de la comédie, il y a les personnages compétents, donc le héros versus l'incompétent, le faire-valoir, l'anti-héros. Après ça, il y a des petites déclinaisons, hein. L'intello versus le bon sens, le bourgeois versus le domestique, en tout cas, et j'en passe. Sinon, il y a le basculement de l'art grâce à l'éloquence et la répartie. Donc, l'improvisation, semi-improvisation, le surgissement d'un moment comique à l'état brut et la mise à distance de toute rationalité, en fait. Donc ensuite, il y a aussi le comique versus le public, hein. Donc là, tout à l'heure, on parlait des personnages les uns en face des autres. Là, il y a aussi le comique versus le public. Donc, le parfait exemple sont les blagues dites de second degré qui Mhm. exposent un décalage, hein, mais qui peuvent être pris au sérieux et même peut-être voir blesser certaines personnes qui la reçoivent. Et on dit qu'elle l'a pris au premier degré. Ouais. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup le second degré. Donc, ça me permet tous les jours de peut-être être un peu moins sensible sur certaines questions ou quoi que ce soit. Mais je sais que dans Mhm. mon entourage, le second degré, il n'est pas perçu de la même manière par tout le monde. Non. Voilà. Non, puis on est dans une ère où je pense que c'est correct qu'il y ait cette sensibilité, dans le sens que il y a comme un retour du balancier d'année où est-ce que je pense que tout le monde a juste accepté euh, sans réagir, tu sais, Mhm. des blagues, des blagues, des blagues. Puis à un moment donné, c'est comme, bon, non, quand même, là, j'en ai marre, moi, d'entendre parler de ci ou de ça de telle ou telle façon. Mhm. C'est plus drôle, c'est pas Ouais. drôle. Ouais. Puis c'est intéressant de voir aussi que nos humoristes sont humains, Mhm. font quelque chose de très difficile et qu'ils vont se planter par moments. Et C'est ça. genre, j'ai une petite anecdote par rapport à ça qu'on Mhm. m'a raconté. Moi, j'adore Dave Chappelle, tu sais, Oui. comme on en a déjà parlé ensemble. Mhm. Euh, qui est un as du second degré, Oui. vraiment. Mhm. C'est un ami qui m'a raconté ça, mais je la lui vole pour vous la raconter aujourd'hui. Donc, on est au Centre Bell et Dave Chappelle est en train de parler. Bon, c'est lui, ce fragment de show parle bon, de la condition des femmes, puis il est dans un peu de dire, bon, elles doivent retourner à la maison, tout ça. Tu sais, il Mhm. est un peu dans... Il dit le contraire de ce qu'il pense. Et là, il y a Des fois, il faut l'expliquer parce que c'est ça le oui, second degré. c'est du second degré, mais tu sais, il va tellement loin que tu fais, mais voyons, Mhm. il peut pas le penser pour vrai, Mhm. ça va trop loin. Et là, il y a quelqu'un, une heckler, donc quelqu'un qui crie, qui est dans le public. Heckler, c'est des gens qui, justement, dans les shows d'humour, vont se mettre à comme essayer d'entretenir un dialogue avec Mhm. le performeur ou la performeuse. Il y a une heckler qui est en haut, tu sais, lui, là, c'est quand même le Centre Bell, c'est gros. Mhm. Puis qui commence à essayer d'argumenter avec lui, sauf qu'elle n'est pas contre lui. Ah. Elle est de son côté, sauf que Ah. lui, pour une raison qu'il n'entend pas ce qu'elle dit. Il entend juste quelqu'un qui fait comme au loin, une espèce Ouais. de voix. Et il prend pour acquis qu'elle doit se dire, mais Elle est maudit, offusquée ou quoi que quelle ce soit. misogyne. Alors que elle dit, ben oui, t'as raison, les femmes doivent rester à la maison. Elle est comme conservatrice, puis elle est OK. comme de son bord. Mhm. Et là, Dave Chappelle, il n'a pas bien compris et il Mhm. commence à y rentrer dedans. Ben oui, ben toi aussi, tu t'aurais dû rester à la maison ce soir. Puis il est comme, pac, pac, Ouais, pac. ouais, Il ouais, va, genre, raw, ouais. cru à fond de train sur son éclair pour qu'elle l'arrête. Tu sais, il veut que ça arrête. Et il va tellement fort que la madame est comme, tu sais, ça dure longtemps. Puis là, tout le monde est un peu témoin de ça au Mhm. Centre Bell. Puis il y a un malaise. Puis à un moment donné, ben, elle part par elle-même. Puis là, elle est comme, j'étais de ton bord, j'étais de ton bord. Puis elle est comme blessée. Puis ça va comme trop loin. Puis finalement, mes amis qui ont vu le spectacle étaient comme, Mhm. ouais, bon, ben finalement, peut-être que il est allé tellement loin que là, tout d'un coup, il y avait une espèce de doute Mhm. qui Qui plane. planait Mhm. de genre, le pense-t-il vraiment? Ouais. Et là, c'est là que tu fais probablement pas, tu Mhm. sais, mais il est allé tellement loin qu'il a brisé le lien de confiance invisible entre son public et lui, tu sais. Ben, c'est assez curieux dans ce genre de situation. En fait, il y a même certaines personnes qui, pour eux, justement, que ce doute plane et que justement, que ce personnage devienne de plus en plus vraisemblable. Mhm, Pour eux, c'est ce qui va faire la beauté du spectacle. mhm. Et pour d'autres, ben, ça va les miner. Exact, Voilà. exact.
Mais bon, c'est le temps de passer à la troisième partie, rire et rire des mèmes. Nous sommes dans cette troisième partie, rire de soi et rire des mèmes. Il y a un jeu de mots avec le mot mime, ou mème en fait, donc qui fait référence au mème, le semblable, ce qui rapporte au mème, l'image animée qui se partage des millions de fois sur Internet. Bon, vous avez tous vu hein, les chats, les bébés ou les personnes avec un faciès assez particulier qui font en sorte qu'on le détourne. On peut même se demander si les mèmes ne sont pas nés sur la scène. Il y a des répliques cultes qui n'étaient pas nécessairement comiques au départ, mais finalement, ils sont détournés à des fins comiques. Et donc, ça devient drôle, mais selon le contexte. Bien souvent, ça devient médisant, un petit peu perfide. Donc, je vous en nommais quelques-uns. Il y a être ou ne pas être, telle est la question. Aujourd'hui, on s'en sert pour parler d'une prise de tête, enfin, c'est-à-dire que on est en train de se monter le cerveau pour rien, que le cerveau il brûle pour rien. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ça aussi, donc ça c'est les critiques jalouses des jouisseurs dans Molière de Molière dans l'Avare. Euh, il y a aussi qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Donc ça c'est encore une fois Molière dans la comédie Les femmes savantes. Ça c'est trouver un prétexte infâme pour se débarrasser de quelqu'un qu'on aimait bien et qui n'est plus utile. Sinon là j'ai un petit jeu pour le dernier pour toi Véronique. Donc, dans le fond, il va falloir que tu imagines une réponse comique à ça. Donc, oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Bon, alors j'ai quelques options, mais je pense que ma préférée, c'est parce que Rogatien était déjà pris dans la famille. Fait que je m'appelle Roméo. Je l'aime bien celle-là. Donc, vous l'avez compris, ça venait de Roméo et Juliette, mais aujourd'hui, bon, bah, c'est transformé en un petit jeu comique. Et on sort toujours cette phrase-là un petit peu. Puis c'est vrai que ça devient un ancêtre des mimes un petit peu. Ouais, ben il y a quelque chose dans le même ou dans les GIFs qui est, on Mhm, dirait, une démocratisation de l'humour. C'est-à-dire que, tu sais, dans ce que tu as nommé avant, on est dans la phrase, dans l'esprit. mhm, Euh, Puis là, tout d'un coup, même quelqu'un qui est peut-être moins habile avec les mots peut être extrêmement loquace, mhm, plein de coquineries parce qu'il mhm. y a accès à toute une banque. Puis un bon mème ou un bon GIF placé au Ouais. bon endroit dans une conversation, ça peut être extrêmement Ouais, payant. On ouais. communique énormément par texto, par Messenger. Fait que c'est comme, oui, bien sûr, c'est comme des nouveaux outils, tu sais, Mhm, qu'on met dans les mains des gens. c'est ça. C'est super, tu sais. Ça me fait penser à tous mes amis qui m'écoutent en ce moment. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser ça dans les conversations. Pour moi, je trouve ça très drôle et décalé. Je suis presque désolé, mais en fait, pas du tout. Je vais continuer à le faire. Oui, c'est ça. Puis c'est correct. Des fois, c'est trop comme, je sais pas, mettons, tu es en train de séduire quelqu'un sur Tinder ou quelque chose. Si, personnellement, je me faisais croiser par un gars qui ne me communiquait que par GIF ou par même, à un moment donné, je serais comme, est-ce que je peux avoir une phrase, s'il vous plaît? Parce que là, on sent qu'est-ce qu'il y a en dessous. Mais, S'il te plaît, Véronique, montre-moi la limite. Je ne connais rien, tout ça. c'est ça, ben, je te le dis, je pense que là, je tire la ligne. Je tire la ligne. Mais si on est entre amis, ou même dans le contexte du travail, tu sais, ou de collègues de classe et tout, tu sais, ça peut être extrêmement cool de dire, OK, tu sais, je sais pas, le prof nous dit qu'il faut qu'on remette le travail demain, puis là, tu sais, quelqu'un envoie un mème issu de Dead Man Walking, de zombies ou je sais Mhm, pas quoi, tu sais, puis tu fais, ah, OK, ben oui, tu sais, ben oui, pourquoi pas? Puis ça vient de résumer la sensation qu'on a, on est en fin de session, on est des zombies, tu sais, il y a comme, mhm, ah, wow! C'est-à-dire qu'avoir de l'esprit, être coquin, être drôle, tout le c'est monde ça. peut l'être, tu sais. Bah, récemment, on peut même plus loin, les face swap qui nous permettent d'intégrer notre propre visage à ces mêmes ou à ces gifs, afin d'y ajouter une dimension encore plus décalée. Putain, ça me donne beaucoup trop d'options maintenant. Je pense que on va me bloquer Oui, sur les réseaux Adam, sociaux. on dirait que tu es en train de nommer tes passions, tes propres passions personnelles. J'ai des passions, c'est mes péchés. Oui, c'est ça. Je pense que personnellement, FaceSwap, à un moment donné, j'étais comme, OK, du calme, les FaceSwap. Parce que je pense que la comédie a une durée, mais en même temps,
S'il y avait comme une revague en ce Mhm, moment de face swap, mhm. personnellement, je pense que je la rirais. Tu sais, des fois, l'humour aussi, on rit, et là, quelqu'un insiste, on rit plus, et là, il insiste tellement qu'on se remet à rire. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quelque chose dans la répétition aussi Mhm. qui peut être intéressant. C'est ça. Pour changer du tout au tout, bah, tiens, on parlait de Tinder et tout ça, et en tout cas, je lisais, ça me fait penser à un article de 2007 dans Vanity Fair qui faisait remarquer qu'on avait plus tendance à coller, ou en tout cas de porter plus d'importance à coller une étiquette de comique aux hommes plutôt qu'aux femmes. Alors j'ai une question pour toi. Euh, les femmes, est-ce qu'elles sont drôles, Véronique? Ah non. Ah, ouais, là, ça me donne pas envie d'être drôle quand j'entends cette question-là. J'ai- Oups. Non, non, mais non, c'est correct. C'était quand même un article de 2007, Ouais, c'est right? ça. Bon, c'est un vieil article, un vieux article. Non, mais en fait, je pense que l'humour, je vais le sortir de la condition féminine, je vais l'amener Mhm, dans ailleurs la question, parce que je pense que toute personne qui lâche un certain contrôle de soi, mhm, une certaine sériosité, euh, peut accéder à ça. mhm, Donc, tu peux être une femme, tu peux être un homme, tu peux être non-binaire. mhm, Je pense qu'il y a un aspect d'être capable de se regarder mhm, avec, justement, on parlait tantôt de ne pas se prendre au sérieux, de travailler avec sérieux, mais pas de se prendre au sérieux. mhm, Euh, je pense que peut-être pour certaines personnes, c'est pas accessible mhm, l'humour, pour plein de raisons, de contexte, de leur façon, la lunette, justement, qu'ils portent sur leur vie, sur eux dans la vie, mhm, les choses qu'ils considèrent être sérieux pour eux dans leur mhm, quotidien. Et ça fait que non, il n'y a pas de possibilité que ça soit drôle. Euh, et c'est ces gens-là qui ont peut-être le plus besoin de rire, à mon mhm. Je sens. C'est comprends. peut-être eux qui ont besoin d'être assis dans toutes les salles C'est de ça. théâtre ou dans tous les théâtres pour délousser cette affaire-là, pour se dire, Mhm, oui, malgré tous les problèmes ou toutes les difficultés, mhm, ou même ce que j'exige de moi-même, c'est important que j'ai c'est comme ces endroits de moi qui sont un mhm, peu mous, mhm. louches, libres. Libre, c'est une Ben, liberté, ben, tu j'aime sais. beaucoup ce que tu dis là. J'aimerais ajouter que bah, donc, finalement, bah, c'est accessible à tout le monde, en fait, hein, que ce soit de rigoler de soi ou avec les autres. En tout cas, il suffit juste d'ouvrir la petite porte, de mettre ces petites lunettes-là et de se lancer un petit peu à l'aventure. Donc, De se prendre moins au sérieux. ouais. Puis il y a des femmes hilarantes, Mais surtout là définitivement, tiens, en 2021. Là. tout à l'heure, tu avais nommé Anna, c'est ça? Oui, Anna Gatsby. C'est Oh ça, my ok, God, parfait. une grande comique. Mhm. Il y en a plusieurs, Ouais, vraiment. moi j'ai Marina Rollman qui en ce moment qui explose quand même, qui est pas mal connue en Europe et tout ça. J'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que justement elle montre tout le quotidien des gens et tout ça. Elle en parle, mais euh, avec un côté décalé, justement, avec beaucoup d'autodérision et beaucoup de dérision. Je trouve ça très drôle. Puis surtout, ces textes sont super bien écrits. Dedans, il y a des vers, il y a des mots que moi j'apprends, en l'écoutant, je me dis, mais ce mot-là existe, mais c'est tellement bien utilisé, tellement bien apprêté. Donc, si jamais vous avez la chance de l'écouter, ça fait vraiment du bien, c'est assez drôle. Ouais, tu sais, ici au Québec, on en a plusieurs. Moi, ma préf, c'est une Américaine qui Mhm. s'appelle Ali Wong. Hmm, Faut aller voir ce qu'elle fait. Elle est fantastique. d'accord. C'est vraiment hot, sa façon de regarder le monde, puis de Mhm, se servir de ce qu'elle est aussi pour mhm, faire rire. Beaucoup d'autodérision. mhm. C'est vraiment génial. Bah, c'est super. Donc voilà, donc on a répondu quand même à cette question finalement, hein. Donc c'est un mythe. Non, les femmes sont réellement drôles. Ben oui. Bon, bah, c'est le temps pour nous de conclure. Pour cette conclusion, j'aimerais souligner que le comique n'est finalement pas si léger, ou en tout cas simple d'emploi. L'instant comique nous confronte à une chose avec laquelle on n'est pas forcément confortable. Tout à fait. Tu sais, on se dit, c'est positif, c'est important, ça nous en prend. Ça n'exclut pas le fait que c'est difficile à faire, Mhm, que ça ne fera pas l'unanimité et que des fois, on va manquer la cible. Mais c'est correct. Ça fait mhm, partie, j'ai l'impression, de ce côté essai-erreur. Faut essayer parce que justement, je pense que quand on réussit,
on est face à des œuvres qui ont vraiment une grande portée, tu sais. C'est ça, c'est un peu comme en amour, il faut se casser la gueule avant que tout fonctionne finalement. Donc, C'est ouais, comme en amour, c'est ouais, c'est ça, pareil. mais c'est vrai. Et donc, c'est accessible à tout le monde, et même les comiques naturels, des fois, ça leur arrive à eux aussi de se casser la gueule. Oh oui. Voilà. Avais-tu une citation pour nous? J'ai pas de citation, si ce n'est que j'ai beaucoup de références que je vais, mettre à la disposition de tout le monde. Mhm. Moi, c'est mon dada, tout ça, fait que bon, vous êtes pas obligés d'être aussi geek que moi, mais vraiment, ça me ferait plaisir si les gens sont curieux d'aller voir, justement, les différentes, références qu'on va mettre, à la fin du podcast. Mhm. Moi, je dis informez-vous, puis essayez de trouver, justement ces artistes ou ces projets qui vous font rire. Très bien. C'est malheureusement la fin de cette émission. Merci infiniment, Véronique, d'être venue nous partager tes idées dans cette émission. Chers auditeurs, on se retrouve lors du prochain numéro des Voix du théâtre. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description, et évidemment le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, tiens, pendant qu'on y est, laissez-nous une petite blague aussi que vous aimez bien dans les commentaires. C'était Véronique Pascal et Adam Sauvé dans les Voix du théâtre. Au revoir. Bye! On va tout